C'est une brute. Je te dis que c'est une brute. Elle peut rester une brute, mais ça lui retombera dessus. Vous vous souvenez peut-être de cette femme, Afin Muhammad, l'employée de McDonald's, qui apparemment a fait une crise que les procureurs disent avoir tourné au drame lorsqu'elle a été accusée d'avoir tué sa responsable dans un McDonald's après une dispute. Une décision majeure a bouleversé cette affaire. Nous allons analyser les conséquences pour la suite de la procédure avec un avocat de la défense pénale. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. Tout a débuté par un coup de gueule, brutal, en colère et omniprésent sur Instagram. C'est une harceleuse, je vous le dis, c'est une harceleuse. Quelqu'un devrait faire quelque chose à ce sujet. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas juste, ce n'est pas du tout drôle. Elle peut continuer à harceler Banning si elle veut, mais ça finira par se retourner contre elle. Donc, oui, tu te souviens peut-être de cette femme, Afin Muhammad, 27 ans, dont nous avons déjà parlé ici dans Sidebar. Elle se plaignait en ligne de sa responsable dans un McDonald's à East Point, Michigan. Quelques heures plus tard, cette responsable, Jennifer Harris, était morte. Et maintenant, après des mois de silence et de questions sur la suite de cette affaire, il y a enfin un nouveau développement dont nous devons parler. Un développement qui prépare la suite au tribunal. Nous y reviendrons, mais revenons d'abord en arrière. C'est l'une de ces histoires, Barbaro, qui a en fait commencé sur les réseaux sociaux et qui a pris une ampleur que personne n'aurait pu imaginer. Le 10 juillet, la police déclare qu'Afine Muhammad, employé au McDonald's de 9 Mile Road, s'est disputé avec sa responsable Jennifer Harris après avoir été renvoyée plus tôt chez elle. Selon les enquêteurs, Muhammad est parti, s'est assise dans sa voiture pendant un moment, puis est revenu avec un couteau. Alors, quand on parle de préméditation, pensons à cela. Quand les agents sont arrivés, qu'ont-ils trouvé? Harris aurait été poignardé jusqu'à 15 fois. Un client armé a empêché Muhammad de fuir. Harris a ensuite été hospitalisée d'urgence. Elle est malheureusement décédée plus tard de ses blessures. Affaire horrible. Le 11 juillet, Muhammad a comparu pour la première fois devant le tribunal pour sa mise en accusation. C'est là que les détectives ont exposé en détail glaçant ce qu'ils disent s'être passé. Avant l'agression, Muhammad a été renvoyé par Harris pour ne pas avoir fait son travail et lui a dit « Je reviendrai ». Muhammad a été arrêté sur place et le couteau retrouvé. Muhammad a reconnu vouloir tuer Harris et a dit qu'après avoir été renvoyée, elle était allée en voiture dans un parc proche. Elle est revenue et a poignardé Harris avec un couteau de son véhicule. Quand Muhammad est revenu pour poignarder Harris, elle est entrée par l'arrière, le visage caché par un masque à capuche pour dissimuler son identité. Elle a tenté de fuir après le coup de couteau, mais a été arrêtée par un client armé. Muhammad a été inculpé de meurtre avec préméditation au premier degré et de port d'armes dangereuses avec intention illégale. Elle a aussi été inculpée comme récidiviste. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une qualification liée à une précédente condamnation pour agression au couteau en Virginie. Nous en parlerons aussi. Sa caution a également été fixée à 25 millions de dollars en espèces ou en garantie, avec des conditions strictes si elle devait être libérée. Cela comprend une surveillance système de positionnement global des tests de dépistage, l'interdiction de contacter la famille de la victime et de retourner dans ce McDonald's. Maintenant, nous devons parler de ce qui s'est passé lors de sa prochaine audience, le 23 juillet. À ce moment, l'avocat de Muhammad a demandé une évaluation de compétences et de responsabilité pénale. En d'autres termes, comprend-elle le processus judiciaire et ce qui se passe? Et vous demandez que cette audience du maire soit ajournée pour la découverte numéro 1 et numéro 2. Vous souhaitez une orientation au centre médico-légal pour l'évaluation à Colesville, c'est bien cela? Oui, votre honneur, la défense demande que Madame Muhammad soit orientée vers le premier officier du centre médico-légal. Je précise que Mademoiselle Muhammad s'oppose personnellement à cette orientation. Quelle est la base réelle sur laquelle vous vous appuyez pour le défaut? Votre honneur, d'après mes observations du dossier et en l'examinant, en particulier les rapports de police, ainsi que mes propres observations lors de mes interactions avec Madame Muhammad, je pourrais avoir besoin de cocher ces deux cases. C'est-à-dire, je dois m'assurer que, bien qu'elle soit apte à comparaître, aucun problème de responsabilité ou de culpabilité pénale. Cela signifiait que l'affaire serait suspendue le temps que des médecins évaluent si Muhammad comprenait les charges
et pouvait participer à sa défense. Nous avons en fait parlé avec le psychiatre légiste, le docteur Daniel Bober, de ce que les évaluateurs recherchent dans ces situations, de ce que cela signifie vraiment d'être apte à comparaître devant un tribunal. Voici ce qu'il avait à dire. Bon, la compétence, oui, est une notion changeante. Vous savez, quelqu'un peut être apte une semaine et ne plus l'être la semaine suivante. Donc, aux États-Unis, la compétence est déterminée par une décision de la Cour suprême des États-Unis, l'affaire États-Unis contre Dusky. Essentiellement, cette affaire dit cela. Vous devez avoir la capacité de travailler avec votre avocat, de collaborer avec lui et d'avoir une compréhension rationnelle et factuelle des accusations portées contre vous. Donc, il y a tellement de raisons différentes. J'ai regardé la vidéo Instagram qu'elle avait publiée avant l'incident et il est clair que vous avez quelqu'un ayant un mauvais contrôle de ses impulsions, émotionnellement instable, avec une colère croissante, des frustrations répétées, un sentiment d'impuissance face à sa situation et la sensation d'être victime d'une injustice. Ah, il y a tellement de choses différentes ici dans le diagnostic différentiel et évidemment, je ne l'ai jamais examiné, donc je ne peux pas poser de diagnostic. Mais je pense à des choses comme la psychose, un trouble de la personnalité, la consommation de substances, peut-être une exposition répétée à des traumatismes, et je pense aussi au délire. Je pense à la psychose quand j'entends quelque chose comme ça. Mais encore une fois, il y a tellement d'informations dont nous aurions besoin. Par exemple, a-t-elle été traitée pour un trouble de santé mentale antérieur? Était-elle suivie par un psychiatre? Ce sont des choses que je voudrais savoir. Parler aux personnes qui étaient autour d'elle dans les heures et les jours précédant l'incident. Pendant cette période, nous avons aussi appris qu'Afin Muhammad avait déjà été condamnée pour violence. En mars 2022, elle a plaidé coupable en Virginie pour blessures illégales par arme blanche sans intention malveillante. Les dossiers du tribunal de Virginie, consultés par Click on Detroit, révèlent que Muhammad a poignardé son petit ami lors d'une dispute en 2022, déclarant à la police « Je l'ai poignardé ». Est-ce qu'il va bien? Elle a été condamnée à 4 ans avec sursis, donc elle n'a eu qu'une probation. La question est maintenant, cela pourrait-il affecter l'affaire en cours? Donc maintenant, l'affaire reprend son cours après les résultats de l'évaluation de sa compétence. Nous analyserons ce rapport dans un instant, mais d'abord, abordons tous les aspects de l'affaire. Je vais inviter quelqu'un pour en parler, une personne que je suis toujours heureux d'accueillir. L'avocat de la défense pénale, John Day. John, merci beaucoup d'avoir pris le temps de revenir ici dans la rubrique pour parler de ce qui est une affaire vraiment très étrange et pourtant triste. D'un point de vue du procureur, ou même du point de vue de la défense pénale, selon toi, quelle est la force de cette affaire? Je veux dire, il y a cette publication sur les réseaux sociaux, tu as un témoin oculaire potentiel qui aurait arrêté l'accusé. Que penses-tu de la solidité des preuves dans cette affaire? Je veux dire, tu sais, les publications sur les réseaux sociaux, le témoin oculaire, tout ça. Si tu es le procureur, franchement, je pense que ça ne peut pas être beaucoup mieux que ça. Je veux dire, tu sais, les témoins oculaires, bien sûr, sont toujours sujets à l'idée que ce que nous voyons n'est pas forcément ce qui s'est réellement passé. Beaucoup de recherches existent sur ce sujet. Je me sens donc assez confiant si je poursuis cette affaire. Je veux dire, c'est suffisant pour que je continue. Et tu vas espérer qu'un jury voit les choses de la même façon. On va bientôt aborder la santé mentale, mais en regardant cela, si nous construisons le récit selon lequel elle était en colère contre son responsable, elle avait ça, vous savez, ça bouillonnait depuis un certain temps. Mais comment la loi fait-elle la différence entre, disons, une impulsion émotionnelle, peut-être sous l'effet de la colère lors d'une dispute, même si elle serait sortie puis revenue, et la préméditation, ou bien est-ce juste une frontière très mince? La préméditation peut survenir instantanément. C'est ce que les procureurs cherchent à prouver au jury quand il s'agit de réduire une accusation dans une affaire d'homicide. Je veux dire, c'est la préméditation, c'est ce qui se passait dans l'esprit de cet accusé, ce qui a mené à cela. Cela pourrait simplement être une décision prise sur un coup de tête, mais dans les bonnes circonstances, il peut y avoir préméditation même dans ce moment de décision soudaine. Et donc, c'est l'idée qu'il y a un contexte. D'accord, ce n'est pas juste une rencontre fortuite, un homicide de type rage au volant. Il y a un contexte, il se passe quelque chose. Et si vous êtes le procureur, vous voulez vraiment insister là-dessus auprès du jury. Vous voulez dire, voilà ce qui se construisait. C'est comme une théière qui chauffe, puis la vapeur finit par exploser. Et c'est ce qui se passait ici. Et donc les procureurs vont examiner le contexte, ils vont essayer de le développer, ils vont essayer de poser une base solide. Ainsi, le jury comprendra vraiment pourquoi cela s'est produit, même si de toute évidence, c'était une situation horrifiante. Aux yeux des procureurs, il y a une raison pour laquelle cela s'est produit. Et membres du jury, nous allons vous expliquer pourquoi. Comment une condamnation antérieure,
tels que l'affaire de coups de couteau de Muhammad en 2022 en Virginie, influencent-elles juridiquement? Comment cela influence-t-il les accusations actuelles ou la peine potentielle si elle est reconnue coupable? N'est-ce pas? Clairement, cela ne se passe pas dans un vide. Ce n'est pas une situation où... Vous savez, c'est une aberration, du moins aux yeux du procureur, aux yeux de l'État. Ce n'est pas quelque chose d'aberrant, c'est quelque chose qui a un historique. Elle connaît les conséquences de l'utilisation d'une lame sur un corps humain, l'ayant déjà vécu. Donc lors de la condamnation, cela jouera un rôle énorme. Et bien sûr, beaucoup de choses dépendent de ce qui sera retenu, de ce que le juge autorisera devant le jury. Mais l'idée que cette personne n'est pas étrangère à ce qui se passe lorsqu'on prend un instrument comme celui-là, une arme mortelle, et qu'on l'utilise contre un corps humain. Pour le procureur, elle savait ce qui allait se passer. Eh bien, parlons-en. Donc, la défense a demandé cette évaluation de compétences ainsi qu'une évaluation de la responsabilité pénale. À quelle fréquence voyons-nous cela au premier stade de ces affaires ou peut-être au cours d'une affaire, n'est-ce pas? La compétence ne pose pas toujours problème au départ, mais peut apparaître plus tard. À quelle fréquence cela arrive-t-il? N'est-ce pas? Eh bien, généralement, ce qui se passe, c'est que dans un tribunal, dans le système judiciaire, toute personne qui a une inquiétude, en général, c'est l'avocat de la défense. Mais un juge peut le soulever, un procureur peut le soulever. Bien sûr, c'est beaucoup plus rare. Mais les avocats de la défense ont une obligation. Si vous pensez qu'il se passe quelque chose avec le client ou un prévenu qui questionne la compétence. La compétence diffère nettement de notions comme la non-culpabilité pour cause de folie. Elle est assez limitée. C'est juste que la prévenue comprend les accusations contre elle. Cette prévenue comprend ce qui se passe au tribunal. Elle comprend le rôle du juge, elle comprend le rôle du procureur, elle comprend le rôle de l'avocat de la défense. Et peut-elle aider son avocat à préparer sa propre défense? Ce sont les seules questions qu'aborde une évaluation de compétences. Elle ne va pas plus loin. Oh, savait-elle si c'était bien ou mal? Voilà des questions pour le jury, si nécessaire. Donc la compétence se limite simplement à l'état actuel dans lequel elle se trouve. Comprend-elle ce qui lui arrive? Peut-elle se défendre? Connaît-elle les intervenants? C'est limité. Et les États qui ont ce processus. Parfois, on peut être soigné pour retrouver la compétence si on est jugé incompétent. C'est encore un autre problème. Vous pouvez être détenu et soumis à un traitement psychiatrique. Si vous retrouvez la compétence, le procès peut continuer. Dans ce cas, on n'est même pas allé aussi loin. Un évaluateur, un docteur, probablement un psychiatre ou un psychologue, quelqu'un de hautement qualifié, a dit « Elle comprend ce qui se passe. Elle est compétente. » Parlons-en. Et au fait, en ce qui concerne la compétence, je veux dire, tu l'as vraiment très bien expliqué. Cela pourrait retarder un procès si le prévenu est incompétent. Mais parlons de la santé mentale de cette prévenue et de ce qui a pu se passer. Et oui, elle est innocente, jusqu'à preuve du contraire. Mais juste avant l'attaque au couteau, OK Muhammad était en direct sur Instagram et a publié cette vidéo de près de 7 minutes. Cette diatribe que beaucoup considèrent maintenant comme une preuve potentielle et glaçante avec le recul. On m'a renvoyé plus tôt hier et aujourd'hui par la même personne. Je vous assure, c'est une harceleuse. Ces conneries ne sont pas drôles. Elle doit comprendre que ce n'est pas parce qu'elle est mère et qu'elle a des enfants qu'elle peut entrer dans ce magasin. Tu sais, elle parle aux gens comme s'ils étaient inférieurs, sans aucun respect. Et ce n'est pas du tout drôle. Sérieusement, j'ai des trucs dont je dois m'occuper. Et elle continue de me renvoyer chez moi. Tôt, ce n'est pas drôle. Elle joue à des jeux et toute la journée, elle continue avec ses petites remarques racistes. Et ça ne s'arrête pas. Comme mettre de l'énergie négative dans l'air, parler des jambes, faire des commérages sur les gens, ce n'est pas drôle, mec. Ça va devoir s'arrêter. C'est une harceleuse, je te le dis. C'est une harceleuse. Elle apporte beaucoup d'énergie négative là-dedans. Elle panique toujours quand il se passe beaucoup de choses. Et puis elle a essayé de manipuler ça et de faire croire qu'on ne faisait pas les choses correctement. Mais on travaille vraiment dur et on fait du bon travail. Elle a paniqué. J'ai plusieurs fois surpris ses erreurs qu'elle tentait de cacher en agissant comme si de rien n'était. Tu sais, personne n'est parfait. C'est McDonald's. Des erreurs, ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, il arrive que quelqu'un soit un peu perdu. Donc, mince, il y a des moments où c'est très chargé. Ouais, mais elle doit arrêter de faire comme si elle me connaissait et de pointer mes erreurs. Je la surprends. Tu l'entends même dire que le comportement de sa responsable finirait, je cite, par la rattraper. Et quelques heures plus tard, cette sombre prédiction s'est réalisée. Je veux dire, si tu écoutes les allégations, Jean, je veux juste souligner ce point une fois de plus. Les avocats de la défense trouvent
toujours des moyens d'empêcher l'admission de telles preuves en affaires pénales. Car, à mon avis, ce serait un coup sûr pour eux, pour les procureurs. Un coup sûr pour eux, c'est bien dit. Je veux dire, je me creuse la tête ici pour trouver comment, en tant qu'avocat de la défense, tu pourrais empêcher que ça soit utilisé. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? C'est une preuve de préméditation, et pas seulement de préméditation quelques instants avant un coup de couteau, mais c'est une preuve de préméditation bien avant ça. Et tu sais, en fait, dans quelques cas, on a vu que ces tentatives d'assassinat contre le président Trump, ou l'assassin présumé, ou l'assassin condamné, ils expriment parfois sur les réseaux sociaux leurs intentions dans de telles situations. On voit ça souvent, où quelqu'un publie quelque chose sur les réseaux sociaux, mais cela revient à la question de la compétence, parce que si quelqu'un dit « je vais faire ça », est-ce qu'il est dans son état normal? En défense, vous diriez « voici ce qui est arrivé avec cette personne ». Donc clairement, elle n'était pas stable. Vous souhaitez que cela serve d'argument pour défendre la compétence. Mais au bout du compte, et dans l'analyse finale, avoir une publication sur les réseaux sociaux où vous faites ce genre de menace, même si ce n'est pas une menace spécifique. Cela fait partie de la zone d'ombre de ce que vous allez présenter au jury. Vous allez dire, regardez, cela a été mis en place bien avant, et elle a mené le plan à son terme. Considérez cela comme une promesse ou une menace, et elle l'a accompli. Oui, mais je veux revenir sur cette évolution dans une affaire concernant la santé mentale. Et après plusieurs retards, il y a eu d'ailleurs une audience de révision début septembre, excusez-moi, pendant que les médecins terminaient leur évaluation. Mohamed était de retour au tribunal le 8 octobre et c'est là que le juge a confirmé ses conclusions. Le tribunal a reçu un rapport daté du 17 septembre 2025 et il est de mon avis que la défense comme l'accusation acceptent le rapport du 17 septembre 2025 qui conclut que Mme Muhammad est apte à comparaître devant le tribunal. Est-ce exact de la part du ministère public? C'est exact, monsieur le juge. Au nom de la prévenue. Oui, votre honneur. Très bien, cette affaire doit être fixée en audience préliminaire. Maintenant, dans une déclaration à WJBK, le procureur du comté de Macomb, Pierre Lucito, a déclaré que la conclusion selon laquelle la prévenue est apte à être jugée garantit qu'elle peut désormais être tenue responsable par le biais du processus judiciaire approprié. Les allégations décrivent un acte brutal qui a tragiquement mis fin à la vie d'une femme innocente. Notre bureau reste déterminé à obtenir justice pour la victime et sa famille. Jean, allons un peu plus dans les détails. Quelle était cette évaluation? Quand vous évaluez la compétence, on en parle, mais c'est quoi exactement? Que demande-t-il? Que recherche-t-il? Comment être sûr qu'elle comprend les accusations, le processus judiciaire ou ce qui l'attend? À quoi ressemble réellement cette évaluation? N'est-ce pas? Eh bien, il ne s'agit pas toujours d'une évaluation complète de la santé mentale, mais cela peut être un évaluateur. Assis dans une pièce avec l'accusé, parfois en présence de l'avocat, je posais simplement des questions précises comme « Savez-vous? Vous savez ?» en commençant par des choses comme « Savez-vous où vous êtes? What about this? Savez-vous quel jour on est? Savez-vous qui est le président? Savez-vous quelle est votre date de naissance? » En posant des questions comme « Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Savez-vous les charges contre vous? Pouvez-vous expliquer quelles sont ces charges et ce que vous en pensez? » Il n'expliquant pas ce qui s'est passé, ni ne donne de détails sur l'incident. Et c'est très important parce que l'évaluateur ne reçoit aucune information de la part du prévenu concernant le crime présumé. Il demande simplement « Écoutez, que comprenez-vous de votre situation? Que comprenez-vous du rôle de votre avocat? Qui est votre avocat? Quel est son rôle? Qui est le procureur? Quel est le rôle du procureur? Et qui est le juge? Et qui est au juge? Est-ce la personne assise sur le banc portant une robe noire? Que fait un juge? » Et cela aborde certains domaines spécifiques, sans jamais évoquer l'allégation elle-même, sans jamais aborder quoi que ce soit en rapport avec cela. Mais c'est très simple, vous savez. Comprenez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Ne me parlez pas de ce qui s'est passé. Mais j'ai besoin de savoir si vous pouvez comprendre le contexte de votre présence ici et ce qui pourrait vous arriver. Que risque-t-on lors d'un procès? Comment se déroule-t-il? Qui sont les acteurs? Donc c'est quelque peu limité. Mais aux yeux de l'évaluateur, il veut déterminer si cette personne comprend même où elle se trouve, ce qui se passe. Et les personnes jugées incompétentes n'ont souvent absolument aucune idée de tout cela. Cela s'explique par la diversité des maladies mentales et des facteurs influençant l'évaluation. Mais les évaluateurs sont généralement aussi très bien formés pour essayer de déterminer qui simule, qui invente des choses. Ils peuvent voir à travers
tout type de mensonge ou de dissimulation possible d'un prévenu. C'est l'une des autres choses. Un évaluateur formé et compétent, c'est essentiellement quand il dit la vérité et quand il joue à la comédie. Pour être clair, cela pourrait ne pas clore le débat sur la compétence, car il existe des cas où une personne peut être jugée compétente. Quelque chose se passe au cours de l'affaire, du processus pénal, voire même avant le procès, où la question de la compétence se pose. Encore une fois, n'est-ce pas? Je veux dire, que pourrait-il se passer? Quand un avocat dirait-il « Attendez, tribunal, nous avons encore un problème de compétence », quels sont les signaux d'alerte? N'est-ce pas? Et cela peut arriver. Je veux dire, encore une fois, si vous êtes avocat de la défense, vous avez une obligation. Chaque État du pays a un code de conduite pour les avocats qui dit que vous avez l'obligation de représenter votre client. Si vous avez une conviction sincère, cela ne peut pas être quelque chose que vous tentez de agir de mauvaise foi pour retarder une action. Si vous pensez sincèrement que cette prévenue a un problème et que cela peut se reproduire, elle peut être jugée apte à comparaître. Dans 2 mois, il peut arriver quelque chose avec son équipe de défense et ils diront « Regardez, ça recommence. Nous avons un vrai problème. Et ce que la question de la compétence fait, c'est qu'elle arrête le compteur. D'accord? Dès que c'est soulevé, un juge l'examine et s'il le juge légitime, cela devient un autre filtre. Un juge peut refuser une autre évaluation, mais c'est rare. Il arrête le compteur. L'évaluation aura lieu et peut durer 1 à 3 mois. Mais une fois que l'évaluation est terminée, alors le juge dira « D'accord, nous allons avoir une audience. Nous allons passer en revue tout cela. » Le procureur et la défense exposent leurs arguments, puis le juge tranche. Donc cela peut arriver au milieu d'un procès, cela peut arriver des semaines ou des jours avant qu'un véritable procès ait lieu. De nombreux aspects relèvent des devoirs d'un avocat convaincu de bonne foi qu'il se passe quelque chose avec cet accusé. Elle doit revenir au tribunal pour une audience préliminaire le 14 novembre. Que peut-on attendre de cette audience? Ce sera comme un mini-procès, une mini-audience de cause probable où l'accusation présentera juste assez de preuves pour franchir l'obstacle de la cause probable, devant un juge. C'est en quelque sorte le premier aperçu que la défense a de certains témoins clés de l'accusation. Nous recueillons bien plus d'informations lors de ces audiences. Elles sont parfois abandonnées quand la défense estime qu'il n'y a aucun avantage et préfère avancer. Souvent, en tant qu'avocat de la défense, cela vous donne de nombreux éléments de l'enquête. Vous recevrez de nombreuses déclarations et informations sur les théories de l'État. C'est une étape précieuse et importante. Et surtout maintenant qu'elle a été jugée compétente, les 2 parties peuvent voir quelle est sa réaction face aux preuves. Et si vous êtes la défense, vous obtenez plus d'informations sur son rôle dans cette affaire et sur la façon dont elle va réagir. L'accusation présente son dossier pour la première fois. Première bouchée de la pomme. En général, surtout pour une affaire comme celle-ci. Les procureurs pourraient surmonter cet obstacle et réunir assez de preuves pour démontrer des raisons probables de crime, avançant ainsi vers le procès. Et à mesure que l'affaire avance vers le procès, pour que le public comprenne, le jury potentiel ne serait pas informé de la question de la compétence, n'est-ce pas? Cela ne leur serait pas présenté. Ce n'est pas quelque chose qu'ils auraient à prendre en compte pour déterminer si elle a commis ce crime ou non. N'est-ce pas? Les jurés n'entendent pas parler de toutes les questions préliminaires, y compris s'il y a eu une évaluation de compétence ou si elle a été jugée compétente. Ce n'est rien qu'ils doivent ou vont entendre, tout leur est caché. Évidemment, ce serait préjudiciable, extrêmement préjudiciable. Cela pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Donc ces informations sur la compétence ne sont pas communiquées. Bien sûr, pendant un procès, la défense peut faire intervenir différents experts qui peuvent bien sûr parler de beaucoup de choses. Les témoins experts peuvent aborder ces domaines. Mais le jury n'entendra pas parler de la bataille précédente sur la compétence ou de l'évaluation de la compétence. Cette conversation que nous avons en ce moment, est-ce qu'elle vous donne une idée de la direction que la défense pourrait prendre? Eh bien, c'est toujours le choix du prévenu de décider s'il veut témoigner ou non, n'est-ce pas? Leurs avocats peuvent dire « Ne faites pas ça, je vous le dis, ne le faites pas ». C'est au prévenu lui-même de décider. Une idée de la stratégie de défense? Et B, pensez-vous qu'il y aurait un avantage pour elle à témoigner et à expliquer sa version des faits? N'est-ce pas? Pour ce qui est de A, bonne question. Donc la défense va vouloir atténuer tout ce qu'elle peut. Ils veulent pouvoir expliquer pourquoi cette personne a réagi de cette façon.
ils veulent expliquer ce qui se passe. Je veux dire, ils veulent arriver à ce point, ils veulent s'approcher de cette limite, ils veulent se rapprocher autant que possible de l'idée qu'elle n'est pas responsable de ses propres actes. Et c'est pourquoi ils veulent établir ce qui se passe dans sa tête, quel a été son état mental. Vous savez, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous allez vouloir explorer son passé, pour essayer de donner au juré une idée du pourquoi. Ce n'était pas un meurtre de sang-froid, contrairement à ce que le ministère public va prétendre. Concernant le point B, c'est à la prévenue de décider si elle souhaite témoigner. Ce cas est si rare qu'il sera utile à la prévenue de s'expliquer. S'asseoir là, à la barre des témoins, regarder les jurés et dire « Voilà pourquoi j'ai poignardé cette personne avec un couteau ». Alors je veux dire, ça porte vraiment atteinte à la défense. Ça affaiblit les arguments de la défense qui disent « Regardez l'histoire de cette pauvre personne. Regardez son état mental. » Lorsqu'elle peut se lever et s'exprimer clairement, cela réduit fortement les chances pour la défense de convaincre un ou plusieurs jurés. Et à moins qu'il ne s'agisse d'une défense pour légitime défense, ce qu'on n'a pas vu ici, elle ne va pas témoigner à la barre. Eh bien, on verra, et je vous le dirai. Ce sera difficile pour elle, surtout quand on a ces déclarations antérieures qu'elle aurait faites sur les réseaux sociaux. Être interrogé et en parler pourrait poser problème. Merci beaucoup, Janday, c'était un plaisir de vous voir. Ravi de vous voir, merci. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts et suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.